Aujourd'hui, mes amis, est un jour mémorable sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que je veux faire quelque chose que j'ai déjà fait des milliards de fois, c'est-à-dire vous présenter mon setup, enfin vous le représenter. Alors bien entendu, je ne vais pas vous représenter la même chose, puisque ça n'aurait aucun sens de remettre ça avec le même matériel et tout, non, pas du tout. Et pour ceux qui me suivent déjà, vous allez vous dire, mais attends, il a sorti une vidéo setup il y a quelques mois seulement. A-t-il encore changé? Que s'est-il passé? Eh bien, pas vraiment, puisque comme je l'ai dit à de nombreuses reprises sur cette chaîne, j'ai deux setups. J'en ai un dans mon studio à côté sur lequel je bosse, pour lequel je produis du contenu YouTube, et puis il y a celui-ci qui se trouve dans ma chambre, qui est mon setup de jeu, mon setup détente. C'est assez important quand on travaille sur un PC, dans un setup, et d'autant plus quand on travaille chez soi, de varier un petit peu l'environnement, de bien séparer boulot du perso, parce que sinon on s'en mêle vite, et au final, bah l'un écrase un petit peu l'autre. Parfois j'ai pas trop envie de bosser, donc si je suis sur mon setup de jeu, ça va pas m'aider, je vais essayer de trouver du divertissement autant que je peux et ne pas bosser. Et à l'inverse, à des moments où je devrais un petit peu plus me reposer, comme le week-end, ou alors tout simplement même en semaine après avoir enchaîné beaucoup d'heures de boulot, ou alors parce qu'il est l'heure, rester dans mon setup de boulot, bah ça m'encourage pas à lâcher prise. Ça me donne le sentiment de devoir être toujours productif, de devoir bosser encore, donc voilà. C'est pour ça que j'ai une cassure, c'est pour ça que j'ai ce setup, et ceux qui me suivent depuis quelques années donc l'ont déjà vu, puisque je l'avais déjà présenté il y a pas si longtemps que ça. Finalement on va aller voir c'était quand la dernière fois. Ah, c'était il y a quand même 2 ans et demi, hein. Le temps passe vite. Et bon bah faut dire qu'il y a pas mal de choses qui ont changé entre temps. Je pense que la seule chose qui est restée, c'est cet écran et celui qui est à ma gauche. Sinon tout le reste, bah ça a bougé. Et donc aujourd'hui je vais tout vous présenter assez simplement, comme je l'avais fait il y a quelques années lorsque je vous présentais mon setup en pleine période de confinement. Cette vidéo avait marché de ouf, j'ai jamais compris pourquoi. Peut-être justement parce que c'était le confinement et que j'avais aucun poil sur le crâne, donc ça faisait rire tout le monde. Les vrais se souviendront de la ZID. Mais donc sans plus attendre, je vais tout vous présenter parce que, comme je l'ai dit, ça a énormément changé. Alors on commence très simplement avec le bureau sur lequel je me trouve, le bureau sur lequel se trouve tout ce matériel. Alors lui, c'est peut-être la seule chose qui n'a absolument pas changé depuis toutes ces années, depuis 2020. C'est un bureau assis debout Jarvis de la marque Fully, qui aujourd'hui n'existe plus, hein, puisque cette marque a été absorbée par Herman Miller. Et lui, en fait, bah je l'ai acheté en 2019 ou 2020, quand ça a commencé un petit peu à fonctionner pour moi sur YouTube. Je me suis dit bah, que je devais de plus en plus investir dans mon setup, et surtout que j'allais bosser de plus en plus sur mon setup, donc il fallait pouvoir me lever et m'asseoir assez régulièrement. En vrai, à l'heure actuelle, je vous avoue que ça doit faire peut-être 2 ans que ce bureau n'a pas été monté en position debout, hein. Parfois je l'ajuste un petit peu, mais je ne l'ai plus levé, et d'autant plus depuis que j'ai positionné tout mon setup en dessous de cette mansarde, parce que là, comme vous pouvez le voir, entre le PC et la Switch 2 qui est au-dessus, bah, il n'y a plus vraiment d'espace, hein. Même si j'enlevais la Switch 2, le bureau cognerait assez vite ici, donc je peux pas le monter trop, mais c'est pas grave parce que, comme je l'ai dit, c'est absolument plus un setup dans lequel je bosse, hein. Tout ça c'est fait pour m'éclater, pour jouer, pour me détendre, donc c'est très bien la position assise. Bon bah depuis que je l'ai acheté, ce bureau me suit partout. J'ai pas besoin de le changer, je le trouve très efficace, je le trouve très beau. C'est du bois de noyer, donc on a quelque chose d'un petit peu foncé, de sobre et élégant, j'aime beaucoup ça. Ça se marie bien avec le noir, ça se marie avec le blanc, avec toutes les couleurs, donc vraiment c'est top. Dessus est posé un tapis de souris, il n'a pas de marque en particulier, c'est un tapis qui provient du jeu Tunic. Je l'ai vu sur le site Fangamer et je l'ai acheté parce que il me fallait un nouveau tapis et parce que je le trouve très beau et que j'ai adoré le jeu. Vraiment Tunic, hein. Incroyable jeu pour ceux qui ne l'ont pas fait, je l'ai fait sur PC, j'ai le collector de la Switch, j'hésite à me le refaire. Et du coup je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Fangamer ou quoi que ce soit, d'ailleurs il n'y a pas de sponsor sous la vidéo. Après certes il y a du matériel que j'ai acheté moi-même, mais il y en a beaucoup qui m'a été envoyé par les marques, hein, énormément, je vais évidemment tout citer à chaque fois, mais je n'ai pas été rémunéré pour faire cette vidéo. Et donc bah, comme vous le voyez, c'est un tapis XL qui peut accueillir clavier, souris, même d'autres périphériques dessus, il est vraiment gros. En parlant de périphériques, on commence avec le clavier, c'est le Maker 75 de chez Corsair que j'ai présenté il y a pas très longtemps en vidéo. Comme vous pouvez le voir, il est un petit peu changé puisque j'ai ajouté des touches personnalisées dessus. Ce sont les keycaps custom Celestial qui sont dispo sur le site Corsair à l'achat de ce clavier, hein, quand vous commandez toutes les pièces. De base, je ne les avais pas puisque j'avais reçu un pack influenceur de la part de Corsair pour présenter ce clavier, mais du coup, je leur ai demandé si c'était possible de les recevoir puisqu'elles ne sont pas à la vente en séparé. La seule façon de les avoir, c'est de les prendre avec ce clavier en le customisant, mais voilà, moi je les trouvais vraiment trop magnifiques et on m'avait pas vraiment laissé le choix, hein. Bon, même si voilà, j'ai quand même demandé à Corsair si je pouvais les acheter, ces touches, hein, j'exige rien, je suis pas non plus un influx de princesse, hein, j'estime pas que les marques me doivent des choses, je demande, mais voilà. Et bon, bah ils me les ont très gentiment envoyés. Le clavier, si vous voulez tous les détails, j'en ai fait une vidéo entière il y a pas si longtemps dessus où j'ai parlé un petit peu de tout, mais vraiment je le kiffe, hein. Autant le poids du clavier, ses formes un petit peu biseautées, la qualité des matériaux utilisés et tout, le petit écran ici qu'on peut ajouter, le fait qu'il y ait un module Bluetooth, enfin bref, je l'adore. Comme je l'ai dit, j'ai sorti une review complète sur ce clavier, donc si vous intéresse, je vous invite à aller la voir, elle va s'afficher juste ici en haut. Et il faut savoir que les switches qui sont dedans ne sont pas les switches d'origine puisque je les ai changés. J'ai mis les switches Fairy de la marque Akojir, je crois que c'est. Et en fait, ce sont des switches qui sont ultra silencieux, qui font pas de bruit du tout, et moi c'est ce qu'il me faut, hein. C'est pas forcément les switches les plus réactifs, même s'ils sont loin d'être lents.
d'être mauvais, hein. Vraiment la frappe est très bonne et ils fonctionnent très très bien, ils sont très vifs, mais c'est surtout qu'ils font aucun bruit en fait. Vous voyez là je tapote partout dans tous les sens et je vous parle en même temps et ça fait absolument aucun bruit. Mais il me semble que ce sont les Akko Ferry. De toute façon tous les liens des produits que je vous montre seront en description. Il y aura certains liens qui seront affiliés, principalement les liens Amazon, et les autres liens ne le seront pas forcément. On passe maintenant à ma première souris, c'est une souris Logitech, et alors il y en a peut-être certains qui vont être surpris, puisqu'il y a quelques temps j'avais fait une vidéo qui parlait de cette souris, et en fait, bon, je m'en plaignais un petit peu, pour pas grand chose en vérité, juste le fait que cette souris contient une pile. On n'a pas une batterie rechargeable par USB-C ou quoi, on a une pile AA qu'il faut mettre dedans. Et je vous avoue que sur le moment, bah, ça m'a un petit peu surpris, parce que des piles en 2025, bon 2024 à l'époque où elle est sortie, bah je dis pas que les piles c'est complètement useless et qu'il faut plus en mettre nulle part, hein, on peut encore s'en servir dans plein de choses. Dans les piles, il y a un côté très pratique de pouvoir l'enlever et directement la changer, et pas devoir attendre que ça recharge, ça c'est bien. Mais dans le cadre d'un setup, voilà, où on cherche à avoir quelque chose de propre, avec le moins de câbles possible, et de pas devoir s'embêter et tout, je me suis dit que c'était pas une bonne idée. Bon bah c'est un petit peu le seul truc qui me dérangeait, puisque dans l'ensemble la souris elle est cool, elle est mignonne, elle est pas très grande, elle passe bien dans ma main, elle est assez légère et tout, bon, pas grand chose à lui reprocher. Au niveau des technologies du capteur, on n'est pas sur le net plus ultra de Logitech, hein, mais ça fonctionne très bien quand même, et la souris ne coûte pas excessivement cher de souvenir, mais voilà, le problème c'était cette pile. Et en fait, il s'avère qu'en un peu plus d'un an maintenant, ça devait être en juillet 2024 que je l'ai présenté, ben je changeais la pile seulement 2 fois. La deuxième fois que je l'ai changée, c'était il y a vraiment pas longtemps. Donc là, en fait, elle est repartie pour 6-7 mois d'utilisation, mais je vous parle d'une utilisation intensive, une utilisation quotidienne. Pas toute la journée de 8h à 23h, hein. Très souvent, ça va être à partir du soir jusque parfois les petites heures au matin. Mais en tout cas, je l'utilise pratiquement tous les jours pendant plusieurs heures et la batterie ne crève pas. Évidemment, ça dépendra du modèle de pile que vous mettez dedans, hein. Si vous achetez des piles de merde chez Action qui coûtent 23 centimes l'unité, peut-être que ça durera un peu moins longtemps, mais là avec une simple pile rechargeable Eneloop qui donc est une marque de Panasonic, bah ça a tenu des mois et des mois. Et donc ça j'en suis très content. La seule chose qui pourrait me pousser à changer aujourd'hui, c'est qu'elle est toute blanche et je suis repassé sur un setup qui est complètement noir avec quelques touches de bleu, donc ça jure un petit peu, enfin ça fait quelque chose d'un petit peu flashy dans tout ce sombre, parce que ouais moi je suis un mec trop dark, j'ai besoin d'être dans mon obscurité, pardon désolé. Et si je venais à changer, bah je reprendrais potentiellement la même en noir ou alors une souris du même genre, hein, peut-être avec une pile, comme ça vraiment je suis tranquille. Parce que comme je l'ai dit, elle a pas les plus gros specs, mais moi je suis pas un joueur pro, je suis pas un joueur de zinzin, genre je suis un joueur régulier, confirmé, je suis pas non plus amateur, mais je suis loin d'être un pro. Donc j'ai pas besoin d'une souris qui a des specs de zinzin, il me fallait juste une souris qui soit confort, qui soit légère et qui fonctionne bien. Et puis surtout une souris qui a une autonomie aussi longue, c'est vraiment super pratique. Après voilà, je suis plus du genre à juste changer mes composants, mes périphes pour la couleur. Je me suis vachement calmé là-dessus, hein. La surconsommation, bon, c'est pas terrible, mais en plus de ça, j'accumulais beaucoup de matériel dans mon studio. Il commençait à ressembler à un mélange entre boulanger et LDLC. Donc je crois que je vais la tenir encore un petit peu jusqu'à ce qu'elle commence à faillir, et puis de là, je verrai si je joue. En tout cas, pour ceux qui exigent pas de très grosses performances, très très bonne souris. J'utilise une deuxième souris, qui est la Mixmaster 3 de chez Logitech encore une fois. C'est le modèle Mac, puisque de base, je l'ai acheté pour mon MacBook, pour quand je me déplace, que je le prends avec, que j'ai besoin de faire un petit peu de montage, même de naviguer, de bosser. Et je l'utilise ici aussi quand ça m'arrive de faire du montage, parce que oui, comme je l'ai dit, c'est un setup qui est fait pour la détente, pour jouer, et je ne bosse pas dessus, mais quand je monte mes vlogs qui eux sont uniquement pour mon plaisir, pour ma détente, donc je considère pas ça comme du boulot, bah je l'utilise elle parce qu'elle est beaucoup plus adaptée au montage, à la précision, et puis il y a plein de features dessus compatibles avec Premiere Pro. Donc voilà, je m'attarde pas dessus parce que la Mixmaster 3 ça fait vraiment longtemps qu'elle est sortie, vous la connaissez, j'en ai parlé 10 000 fois, mais elle fonctionne très bien et voilà, rien à dire de plus. Sur ce setup, j'ai un micro que je n'utilise pas là parce que j'ai besoin d'être mobile et tout, donc bon, je privilégie le petit micro cravate même si la qualité est moins bonne. On est sur un Wave DX de chez Elgato, la version bleu polaire. C'est un micro XLR qui existe depuis déjà un petit moment maintenant, qui de base était noir, ils en ont fait une version blanche aussi. Il y a pas longtemps, Elgato ont lancé plein de couleurs, et je trouvais celui-ci super joli, puis ça tombait bien parce que j'avais envie de mettre une petite note de bleu dans mon setup. Il est sobre, il a une super bonne qualité de son, il est facile à utiliser, hein, c'est un micro XLR, ça dépendra surtout du reste. Enfin peut-être pas surtout, mais aussi. Pour avoir un micro XLR de zinzin, si vous avez une carte son de merde, bah ça va pas trop le faire, et inversement. Il n'y a pas besoin de filtre anti-pop, de bonnette ou quoi, parce que tout est directement dedans. Il est posé sur un Wave Arm Low Profile Pro de chez Elgato encore une fois, qui est le bras que j'utilise depuis longtemps, hein. Enfin maintenant c'est la version Pro qu'ils ont changé, ils ont enlevé les petites vis de serrage, ils ont un petit peu mieux géré le fait de le monter et descendre, de les articulations, les cache-câbles aussi qui maintenant se trouvent en dessous et non plus au-dessus, qui sont aimantés un petit peu plus sérieusement, donc ça tombe plus. Alors vraiment ce bras je l'adore depuis la V1, en fait il est là, il dérange pas, il vient pas se mettre devant l'écran avec cette espèce de diagonale là que font les bras micro habituels, mais voilà je le mets comme ça et vous voyez que ça dérange pas pour passer les bras au niveau du clavier, je suis quand même mobile, je vois très bien mon écran, bon c'est la solution parfaite selon moi. Depuis le début de
l'année, je suis partenaire Elgato, donc on pourrait penser que ce que je dis est acheté par le fait que je suis chez eux, mais je ne suis pas rémunéré pour ça, sachez-le. Et en plus de ça, ce bras, avant même d'être partenaire Elgato, je crois qu'ils l'ont sorti il y a 2-3 ans, j'en disais déjà beaucoup de bien, donc voilà, mon avis ne changera pas quoi qu'il arrive. Ce micro est donc relié par XLR directement sur mon Stream Deck Plus. Vous allez me dire, mais attends quoi, il n'y a pas de Go XLR, il n'y a pas de Rode, il n'y a pas de... Non, tout est sur mon Stream Deck Plus. Je vais le débrancher pour vous montrer. Et donc ici j'ai mon petit Stream Deck Plus avec ces petits boutons chromés bleus là, c'est magnifique. Et en fait à l'arrière j'ai la petite extension qui permet de le brancher directement en XLR et donc de fonctionner avec le logiciel Wavelink 2.0. Donc en gros j'ai un combo Stream Deck carte son avec une interface audio qui me permet de gérer mes différents canaux audio, qui me permet de faire fonctionner mon micro surtout, hein, de lui ajouter une réduction de bruit, un compresseur, d'ajuster les fréquences de ce micro également hein, pour avoir un son plus clair en fonction de ma voix. Et j'ai opté pour cette solution pour la place déjà, mais également pour la facilité. Parce que les interfaces de son style Go XLR, style Rode, c'est bien, mais c'est grand, ça prend de la place, il faut bidouiller et tout. Là, vraiment, tout est fait directement sur le PC. Ça prend pas plus de place que le Stream Deck Plus ne m'en aurait pris. Et ça fonctionne également très bien. Donc voilà, pour un setup simple comme celui-ci, j'avais pas envie de me casser la tête. À la base, j'avais une Go XLR, mais quand je voyais que ça prenait de la place, et en plus de ça, elle venait se mettre directement sur le socle de mon écran parce que j'ai pas envie d'enlever le socle puisque je l'aime bien et que j'ai pas envie de faire des trous dans mes murs. Ça prenait trop de place, ça me laissait rien mettre ici et tout. Donc voilà, j'ai opté pour cette solution qui est vraiment très facile et pratique. Et vous voyez, j'ai mon petit Wavelink 2 ici, j'ai le canal de mon micro, j'ai le canal du système, de la musique, des jeux. En fait, je peux tout moduler comme une interface numérique physique, sauf que tout est fait directement sur le soft, bon, comme Go XLR App, vous allez me dire. Et avec mes Stream Deck, je peux directement moduler ça en physique, comme si j'avais une interface son. Donc c'est vraiment très pratique et fonctionnel. En parlant de Stream Deck, j'en ai un deuxième juste ici. Cette fois-ci, on est sur la version classique du Stream Deck, enfin le MK2, mais il a une particularité, c'est la version Scissor, c'est qu'il a des touches mécaniques. Ça permet une utilisation plus spontanée, plus rapide des touches, mais aussi même au niveau du ressenti, on a moins cette sensation caoutchouteuse que donne le Stream Deck en général. Et comme je l'ai dit, on est sur la version classique en MK2, donc version 15 touches. Toujours dans les périphériques, j'ai ici une webcam qui provient de chez Elgato, c'est la Facecam 4K, elle vient juste de sortir. Ils ont déjà plusieurs modèles de Facecam hein, chez Elgato, il y a la Facecam, il y a la Facecam Pro et la Facecam Neo. Et celle-ci, c'est vraiment le tout dernier modèle en date, ils ont essayé plein de nouvelles choses dessus, donc je vais vous faire une petite review. Et voilà, on se retrouve donc sur la Elgato Facecam 4K, le micro avec lequel j'enregistre, c'est donc le Wave, hein. Cette fois-ci je ne suis plus au micro-cravate, comme ça en même temps ça vous donne un petit aperçu de son son. Sachez qu'il n'y a pas de traitement dessus à part une petite réduction de bruit pour qu'on n'entende pas le PC à côté de moi, mais j'ai pas modifié les fréquences, j'ai pas activé de compresseur ni rien. Mais le principal c'est que je suis en train de filmer avec la Facecam 4K. Actuellement l'image est très brute, je n'ai pas encore modifié grand chose, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne dans le logiciel, la qualité qu'on peut avoir. Mais donc voilà, pour commencer j'ai cette qualité d'image sans avoir trop modifié de paramètres. Maintenant on se retrouve directement dans Camera Hub, le logiciel d'Elgato, c'est là que je vais pouvoir tout contrôler et je vais vous expliquer ce qui pour moi va et ce qui ne va pas. Faut savoir qu'on est sur une webcam qui est au tarif de 200 €, c'est pas trop excessif non plus pour une webcam actuellement, surtout qui peut filmer en 4K 60 fps. Elle est équipée d'un capteur CMOS Starvis 2 de chez Sony, la Facecam de base est équipée d'un Starvis de première génération. On a un angle de vision de 90 degrés, ici il est un petit peu crop pour que vous voyez pas non plus tout ce qu'il y a dans le champ de vision et surtout que j'ai mon PC ici à côté. J'ai donc un petit peu crop pour que ce soit un petit peu plus serré sur l'essentiel. Il faut savoir que le diaphragme ouvre à f4, ce qui est pas beaucoup, sachant que la première version c'était du f2.4. En état l'image elle est pas très belle, surtout que j'ai volontairement laissé mon store ouvert pour laisser rentrer la lumière du jour, histoire que vous puissiez un petit peu admirer ce que ça donne. On va évidemment faire des essais. La première chose qu'on va faire c'est passer en plage dynamique plus large. Ici on était en standard, donc si je passe en plus large, on a quelque chose qui est un petit peu plus aplati. J'ai des zones qui étaient un petit peu plus sombres qui maintenant sont un petit peu plus claires. Je vais baisser un petit peu l'ISO parce que du coup c'est trop clair. Je tente des choses en repassant directement à l'image sur OBS, en modulant un petit peu ma balance des blancs. Là je suis peut-être un petit peu trop rouge, donc on va se calmer un peu. Mais voilà, là globalement l'image elle est pas dégueulasse du tout. Mon gros problème c'est que ça semble pas net, ça semble assez pixelisé, il y a pas mal de grains et je peux pas descendre en ISO parce que sinon j'ai plus de lumière. Donc je devrais me rajouter encore plus de lumière dans la tronche et pour plein de raisons, notamment pour les yeux, c'est vraiment pas une solution. C'est déjà beaucoup mine de rien et je saurais pas tenir un stream de 3-4 heures ni même un tournage de 2-3 heures avec autant de lumière dans la tronche. Ça m'éblouit vraiment beaucoup. Mais il faut se le dire, ça reste une webcam donc là en l'état, l'image est pas dégueulasse du tout et même si je repasse sur la plage dynamique standard, c'est également très loin d'être mauvais. Si je passe sur la plage dynamique large, c'est très sympa également, il y a moyen de faire plein de choses. Maintenant que je vous ai montré tout ça, je vais aller fermer mon store pour qu'on ait quelque chose de moins violent point de vue lumière. Et forcément, j'ai une image qui globalement est plus sombre, donc je vais monter un petit peu l'ISO
pour essayer de rendre tout ça un peu plus lumineux, voilà, comme ça. Mon arrière-plan est très sombre, mais c'est normal, j'ai plus rien qui l'éclaire, hein. La lumière est majoritairement sur moi. Si je veux régler ça, je rajoute des, je sais pas, une autre lampe qui éclaire le fond, ou alors des, je sais pas, des barres RGB, des bandes LED, plein de choses qui vont rendre un petit peu vivant tout ça. Donc là, pour le coup, c'est pas du tout la faute de la webcam. Et vous voyez, j'ai quelque chose dans mon image qui n'est pas net, j'ai quelque chose qui est plein de grains. Là, je suis à 900 ISO, si je descends à 500, ben j'ai plus rien. Si je repasse en plage dynamique standard, ben là, on voit plus rien du tout, ce qui est en soi normal. Alors qu'en élevé, bah, j'ai ce mélange entre quelque chose de contrasté, où les noirs sont quand même assez prononcés, où on voit bien, mais voilà, c'est dénaturé. Et en chipotant un petit peu à la balance des blancs, je peux essayer d'avoir quelque chose, même si les balances des blancs sur ce genre de produit sont pas du tout optimales, donc soit on a quelque chose de trop bleu, soit on a quelque chose de trop orange. La passerelle entre les deux est vraiment très petite. Là, j'essaye de faire quelque chose de vraiment entre les deux. Voilà, je vais mettre à 5000 degrés Kelvin, c'est pas dégueu. Donc je peux rajouter un éclairage comme ceci pour éclairer un petit peu plus mon fond si je le veux. Je repasse comme ceci en plage dynamique standard et bon bah. Après faut garder à l'esprit que c'est pas un appareil photo, c'est pas un DSLR, c'est pas un hybride, c'est une webcam. Et 200 € pour de la 4K 60 fps, c'est pas non plus hyper cher payé. Il fallait que je vous montre la réduction de bruit quand même parce que j'en ai parlé mais je l'ai pas appliqué. Il y a 3 profils de réduction de bruit, donc léger, moyen et élevé. On va commencer par la légère. On peut voir que ça adoucit déjà pas mal les traits, hein. J'ai plus autant de grains que je n'en avais sur le front par exemple qui était très visible. Si je le mets en médium, ça va s'adoucir encore un petit peu, hein. Vous voyez, je peux m'avancer comme ceci et bon, il y a toujours cet effet un petit peu, je saurais pas comment dire, cet effet non caméra, hein, cet effet webcam, mais en tout cas l'image n'est pas aussi pixelisée, aussi poussiéreuse. Et là alors si je le mets en élevé, bah j'ai quelque chose de vachement plus net et vous pouvez voir que je peux zoomer davantage. Mais voilà, l'image fait quand même très traité, hein. Ça fait pas du tout image naturelle, ça fait vraiment traité, on peut voir quand je bouge. L'avantage maintenant c'est que si je le désire, je peux monter encore un petit peu en ISO et ce sera pas hyper poussiéreux comme tout à l'heure, hein. Il n'y a pas non plus un grain exagéré partout, même si bon, on en voit quand même, hein. Faut dire que là je suis à plus de 1000 ISO. Mais voilà, les basses lumières c'est quelque chose qui est toujours compliqué sur les webcams, hein, mine de rien. Bon là je comprends pas trop le choix d'être passé à f4 au lieu de f2.4 pour l'ouverture, parce que du coup moins on peut ouvrir le diaphragme, bah moins on va avoir de lumière et donc on va devoir compenser avec de l'ISO ou des lumières physiques comme ça. Je ne peux pas monter plus en lumière histoire de ne pas finir aveugle de toute façon parce qu'elles sont au max, donc je push l'ISO, mais le problème c'est que bah, l'ISO ça laisse du grain et certes il y a la réduction de bruit mais ça dénature l'image. Mais en vrai moi je trouve pas ça dégueu, hein. Je veux dire je suis habitué à bien mieux parce que je passe toujours par des grosses caméras, mais pour un stream c'est vraiment pas dégueulasse, loin de là. Donc cette webcam je l'ai installée parce qu'elle va me servir pour plein de choses lors de mes streams, hein, lors de la création de contenu, mais voilà, c'est pas un DSLR, c'est pas un hybride, donc ça n'aura jamais une telle qualité, mais ça peut quand même avoir la qualité d'une caméra qui coûte dans les 400 € on va dire, plus le fait qu'il faut rajouter un Camlink ou équivalent pour l'acquisition derrière, donc c'est un petit budget en plus. Là pour 200 €, on a quelque chose qui est déjà très sympa au niveau de la qualité. Au-delà de ça, il y a Elgato qui a mis un accent sur le fait de pouvoir ajouter des filtres physiques directement sur cette webcam. J'en ai reçu plein avec de leur part, des filtres de chez KF qui est une marque connue pour faire plein de filtres pour plein de types de caméras, hein, Osmo Pocket, GoPro, voilà tout ça. Bon, il n'y a pas que, il y a aussi Walking Way, il y a aussi JJC ici, mais ceux que je connais le plus, moi, c'est KF. Je vais avoir par exemple ici une série de filtres à macro, voilà, que je peux venir adapter directement sur la webcam. Et je pense que vous comprenez directement à quoi ça sert, hein. Je pense que vous pouvez voir le détail dans ma main et le petit bobo que j'ai au milieu. Là, ici en l'état, je suis flou, c'est normal, la macro est très avancée, mais par exemple, si je prends ma souris et que je l'approche comme ceci, bah vous pouvez voir les moindres détails et même mes ongles tout rongés. À quoi ça sert? Bah à pouvoir présenter des produits de près comme ceci, ou pour tous les gens qui font du manuel, qui font du bricolage, qui font du dessin sur papier, qui font de la conception de figurines. Et il y en a plein avec plein d'utilités différentes. Ici, j'ai des filtres Black Diffusion, j'ai un filtre pour créer du flair si vous avez de la lumière en arrière-plan ou quoi. Bon, il y a plein de possibilités. Pour les éclairages, j'ai 2 Keylight Neo de chez Elgato. Ils l'ont sorti en noir il y a pas très longtemps. Ça faisait un petit moment que je voulais les installer là, mais pour l'instant, ils les avaient qu'en blanche et ça m'arrangeait pas trop avec le reste du setup, encore une fois. Et la raison pour laquelle j'ai pris les Neo et pas d'autres, c'est vraiment pour la facilité, hein, le petit socle, leur taille, voilà, pouvoir les installer comme ça sur l'écran, ça éclaire assez bien. C'est principalement pour m'éclairer si je stream dans cette pièce ou quoi, donc c'est amplement suffisant. Et voilà, j'avais pas envie de commencer à mettre des bras à l'arrière de mon bureau pour tenir des grandes keylights. En plus de ça, ça prend de la place. Encore moins de faire davantage de trous au mur parce que j'en ai déjà pour une caméra qui se trouve juste là. L'idée, c'était d'avoir un éclairage d'appoint que je puisse contrôler avec le Stream Deck et qui prenne pas trop de place. À côté de ces Stream Decks, depuis tout à l'heure, vous voyez un écran. Il y a pas mal de gens qui m'ont déjà posé la question sur Instagram et sur YouTube en short, puisqu'en fait j'ai laissé apparaître cet écran dans une vidéo alors qu'il n'était pas encore sorti, hein. Je suis un petit filou, je vous ai teasé le truc. C'est un écran 14,5 pouces, bon, mesuré en diago, hein, comme d'hab, parce que comme vous voyez en hauteur, il est vraiment pas grand du tout. Son taux de rafraîchissement est de 60 Hz, et alors c'est un écran tactile capacitif à 5 points. Et alors donc, c'est un tout nouveau produit de chez Corsair. Cet écran, il peut servir à plein de choses, hein. Il peut servir de monitoring, il y a plein de choses qui sont possibles directement sur iQOO, ajouter des modules pour contrôler la température de ses composants, il y a d'autres modules un petit
peu plus spécifiques, comme par exemple un chat Twitch. Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je vais m'en servir. Pouvoir consulter mon chat Twitch directement sur un écran séparé sans occuper un des deux écrans que j'utilise en jeu ou pour d'autres raisons. Hein. Si j'ai l'autre écran occupé, voilà, c'est très pratique d'avoir un écran juste pour le chat, sans pour autant avoir quelque chose d'énorme quelque part. Et alors, ce Xeneon Edge, il est fourni avec un support ici, comme vous pouvez le voir, qui sert à tenir l'écran un minimum droit, hein, à pouvoir le poser directement comme ça sur une surface. Ce socle est aimanté, donc il faut savoir qu'il s'enlève vraiment très simplement. Et alors, il y a des petits pas de vis à l'arrière de l'écran, il y en a sur chaque coin ici qui en fait va servir tout simplement à pouvoir le fixer directement dans le boîtier, à la place des ventilateurs par exemple, soit à l'avant, bon, ce que je vous conseille pas si vous avez des ventilateurs à l'avant, ou alors sur le panneau latéral au fond, si vous n'avez pas de ventilateur évidemment. Après pour le coup, ça, je trouve pas ça forcément super intéressant, hein, de devoir aller voir comme ça dans son écran, enfin dans son PC pour voir l'écran. Bon, c'est une forme d'utilisation, même sur le dessus si vous le voulez, hein, vous pouvez tout simplement le fixer, mais je suis pas sûr que ce soit le plus intéressant. Il est aimanté, donc je peux totalement le poser sur une surface métallique de mon boîtier et il va tenir. À savoir aussi que pour le Frame 5000 et peut-être d'autres boîtiers de chez Corsair, ça je suis pas sûr, mais en tout cas pour le Frame 5000, je le sais, ils vont sortir des adaptateurs pour pouvoir le mettre à la place du cache à lime. Donc ça, pourquoi pas, ça permet d'avoir l'écran ici à portée pour du monitoring, de pouvoir utiliser le tactile encore. Mais également deux autres pas de vis ici que vous pouvez utiliser avec des fixations assez simples, hein, qui ont les mêmes vis que les trépieds, même les fixations Elgato par exemple, que ce soit les wall mount ou alors les bras à fixation pour le bureau, voilà, vous avez qu'à l'attacher et vous pouvez mettre l'écran en vertical, en horizontal. Il y a des dizaines, des centaines de façons de faire, hein. Ça c'est à vous d'avoir un petit peu d'imagination et d'en avoir l'utilité, parce que c'est pas un écran qui va servir à tout le monde, hein. Et en plus de ça, dans le commerce, il existe déjà des écrans qui ont pas forcément cette taille, mais qui peuvent faire genre 7, 10 pouces, donner des tactiles, des non tactiles, et bon, l'un dans l'autre, ça coûte moins cher. Ici, bon, ce qui le rend cher, c'est que forcément, c'est fait par Corsair. Donc évidemment, il y a tout le panel qui va avec, hein, compatibilité avec les boîtiers, avec les produits Elgato, enfin les fixations Elgato. En plus de ça, il est lié à IQ, donc il y a toute la partie software et tout. Bon, c'est un produit qui est quand même assez onéreux, il coûte 250 €. C'est le prix de certains écrans en entier, hein. Il y a des écrans 27 pouces avec une fréquence de 165 Hz qui coûtent le même prix, voire moins cher, mais bon, on n'est pas du tout sur la même utilisation. En plus, on a une dalle qui est tactile ici, donc c'est pas non plus comparable. C'est vraiment très spécifique et ça ne plaira pas à tout le monde, je le conçois très bien. Moi, en tout cas, j'en suis très content, ça fait vraiment longtemps que je l'attendais, hein. Il m'a été annoncé il y a bien longtemps. Et en plus de ça, je l'avais vu au Computex il y a quelques mois, donc ça m'avait encore plus hypé. Et en fait, vous avez deux modes possibles. Vous avez soit le mode Regular, hein, pour l'utiliser comme un écran normal, sauf qu'il est tactile, et le mode Widget. Et donc, là, comme je l'ai dit, je peux ajouter des températures, des fonctionnalités, par exemple. Voilà, ici, si je veux gérer toute la partie média, audio de mon PC, je peux le faire. Ça peut s'avérer assez pratique, mine de rien. Si je veux juste m'afficher l'heure, pourquoi pas? Écoutez, il y a bien des gens qui achètent des montres Apple à 2000 €, donc pourquoi moi j'aurais pas un écran à 250 € pour me donner l'heure? On est où là? Non, plus sérieusement, voilà, il y a pas mal de petites choses qui sont directement prévues dans le logiciel, hein. Les widgets qui sont implantés par Corsair, j'imagine qu'il y en aura plus avec le temps. Et quand j'ai pas besoin de tous ces widgets, j'ai qu'à switcher et je peux donc m'en servir comme écran pour mon chat Twitch ou même pour, je sais pas, mettre une petite vidéo au format 2560 sur 720, qu'en dites-vous? Ça n'existe pas et si ça existait, ce serait complètement con. Toujours dans les écrans, j'ai toujours mon écran LG, le Ultra Gear de 45 pouces. C'est la première génération, j'ai le pied de la deuxième génération parce que j'ai volé celui de l'écran que j'avais passé à Jigme vu que lui il avait un support. Et l'ancien pied était dégueulasse, donc j'ai mis celui-ci qui est compatible, qui se fixe de la même manière et vraiment j'adore cet écran, hein. 45 pouces, une incurvation de zinzin, une dalle OLED, une fréquence pouvant monter jusqu'à 240 Hz, bref, vraiment j'ai plus aucune envie de changer cet écran. À côté de moi, j'ai un deuxième écran que vous ne voyez pas dans le cadre de la vidéo, mais que je vous montre actuellement. C'est toujours du LG, cette fois-ci c'est le Ergo Dual Up, c'est un écran 28 pouces qui est vertical mais il est presque carré et en tant qu'écran secondaire, pour moi c'est génial. Le format est trop cool. Les écrans standards en 16/9 qu'on met en vertical, c'est bien mais parfois c'est trop haut. Donc on va prendre quelque chose de plus petit comme un 24 pouces par exemple, mais du coup on a quelque chose qui est trop étroit et là avec cet écran on a quelque chose qui est entre le rectangle et le carré. Je trouve ça génial. Il coûte un petit peu cher mais il est vraiment cool. Il est directement fourni avec son support qui est ergonomique, donc vous pouvez monter l'écran, le descendre, le tourner, l'incliner et tout, vraiment c'est super ergonomique. Donc au final quand on sait qu'on a le combo d'un gros écran comme ça qui est assez particulier plus son support, ça revient pas si cher au final. Et initialement c'est un écran qui est fait pour travailler l'image, donc on va avoir des super belles couleurs pour bosser la vidéo, pour bosser sur Photoshop, donc c'est peut-être un petit peu overkill en tant qu'écran secondaire pour afficher des pages web, pour afficher Discord et tout, mais moi vraiment je me le suis acheté plus ou moins en même temps qu'LG m'envoie celui-ci et j'en suis tombé amoureux. Et d'ailleurs à la fin de l'été je me marie avec lui, voilà, ça se passera à Gare du Nord à Paris, vous êtes tous invités. Pour la config à côté de moi, alors ça c'est le PC que j'ai depuis un petit moment maintenant, la seule chose qui a changé récemment c'est le boîtier, mais sinon
la config, ça fait un petit moment que je l'ai laissé tel quel et que je l'ai pas changé. Pour le processeur dedans, j'ai un Core Ultra 7 265K. J'avais pas besoin non plus, en fait, j'avais besoin de quelque chose pour le jeu, pour faire un petit peu de multitâche de temps en temps, hein, pour le montage de mes vlogs notamment, mais rien de plus. Pour la carte mère sur laquelle il est posé, c'est une Z890 ROG Hero. Elle a été mise dans ce PC en même temps que le processeur, donc quand la gamme est sortie et que je l'ai présentée. Pour la RAM, j'ai de la Corsair Dominator Titanium, 48 Go cadencé à du 5200 MHz. Pour la mémoire, j'ai 3 SSD, j'ai un Corsair MP700 de 2 Tera, j'ai un Corsair M480 de 1 Tera et un SSD de chez Seagate de 1 Tera. Au total, j'ai 4 Tera. La carte graphique, c'est une RTX 4090 de chez Asus ROG. Celle-là aussi, je l'ai depuis sa sortie et je ne l'ai plus bougée. J'ai pas mis une 5090 parce que vraiment, j'en ai pas besoin pour les jeux auxquels je joue, j'en ai pas besoin. Vraiment, une 4090, c'est plus que suffisant, donc pour l'instant, je conserve celle-ci jusqu'au jour où elle décédera, j'espère le plus tard possible. Pour alimenter tout ça, j'ai une RMX Shift 1200 watts de chez Corsair. Et le boîtier qui englobe tout ça, c'est donc le Frame 5000D de chez Corsair également. Dedans, j'ai également un Camlink Pro de chez Elgato, ça me permet de capturer des périphériques en HDMI, pouvoir brancher diverses caméras. Pour l'instant, j'en ai qu'une qui est branchée ici au mur en plus de la facecam, mais je vais mettre d'autres angles de vue. Et donc, plutôt que de brancher des Camlink en USB, le Camlink Pro se branche directement en PCIe sur la carte mère et je peux donc brancher jusqu'à 4 caméras. C'est super pratique, j'en ai dans mon autre PC, ça fait très longtemps que je l'utilise et c'est vraiment super. J'ai également un autre périphérique de capture, mais cette fois-ci externe, qui est donc branché en USB-C sur mon PC, qui est le 4KS de chez Elgato également. Lui, il me permet de capturer l'image de ma Switch 2, de ma PS5, même d'un PC que je voudrais brancher en externe peut-être pour le tester ou pour faire des benches sans perdre en performance directement sur ce PC-là. Il peut capturer jusqu'en 4K 60 FPS, mais en pass-through, on peut monter jusqu'à 240 FPS, ça c'est très cool. Ça veut dire que la capture restera limitée à 60 FPS, mais vous, sur l'écran sur lequel vous allez brancher votre game capture pour avoir le retour de votre console, vous pourrez afficher jusqu'à 240 Hz et donc potentiellement 240 FPS. Et vraiment, comme tous les autres game capture chez eux, c'est simple comme bonjour, hein. Ça se branche en USB, on fout l'HDMI en in, un HDMI en out si on veut, et on a la possibilité de récupérer l'image soit directement sur Elgato Studio, leur logiciel, soit sur OBS ou autre logiciel de capture et streaming. Écoutez, j'ai presque fait le tour. Il y a encore une chose que je dois vous montrer, c'est ce sur quoi je suis assis depuis le début. On est sur un siège gaming, hein, pas sur un siège ergonomique. Moi, je suis encore de ceux qui aiment bien utiliser des sièges gaming. J'en ai vu passer plein, j'ai jamais eu de soucis. À part évidemment les marques les plus miteuses, mais quand on prend chez des grosses marques, c'est de la bonne cam. Et pour vous dire, dans mon bureau, j'ai un siège Herman Miller que vous avez pu voir dans la vidéo de présentation de l'autre setup et j'en suis très content, mais je pourrais pas avoir un siège ergo ici parce que les possibilités sont pas les mêmes. Sur un siège ergo, il faut rester assis, il faut être en bonne position, là les cervicales bien maintenues, tout ça, les lombaires, bon voilà. Mais avec un siège ergo, on peut pas faire ça. C'est quelque chose qu'on peut pas faire avec pratiquement tous les sièges ergo et quand on le fait, ça bouge beaucoup. Après, évidemment, c'est un siège, pas un lit, donc j'ai juste donné un exemple. En fait, les sièges gaming, c'est juste fait pour être bien assis, mais pour pouvoir s'affaler aussi. Genre moi, quand je joue à des jeux, j'aime bien me mettre un petit peu en arrière, j'aime bien incliner l'assise aussi pour être tranquille comme ça, en bonne position et me relaxer. Alors qu'un siège ergo, certes, on va avoir une assise qui est plus souple, on va avoir la possibilité de bien caler les lombaires, les vertébrés, mais on va être comme ça en fait. On va être comme ça et vous imaginez jouer à un jeu, vous êtes comme ça, voilà, vous ne bougez pas. Non, moi, c'est pas ça que je veux dans un setup comme celui-ci. Je veux pouvoir m'affaler comme un gros con, comme un gros sac. Et donc pour ça, un siège gaming c'est très bien. Et c'est pour ça qu'ici j'ai le Corsair T500 Luxe qu'ils m'ont envoyé et qui est vraiment très très cool. Comme d'habitude, on a tous ces trucs d'accoudoir en cadet, blablabla. Bon, je vais pas vous faire tout le marketing parce que ça fait 5 ans qu'on vous le fait, mais vous connaissez, il y a tous les réglages principaux. La seule chose, c'est qu'on peut régler ici manuellement avec des trucs sur le côté, la fermeté au niveau des lombaires justement. Au lieu d'avoir un coussin pour les lombaires qui repoussent, on peut avancer un petit peu l'assise et ça c'est très cool. Donc finalement c'est un siège gaming mais avec quelques petites options qu'on peut retrouver sur les sièges ergo. On a un siège qui est en tissu et qui paraît être de bonne qualité, hein. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, donc je sais pas dire comment ça va tenir dans le temps, mais à première vue ça a l'air bon. Il est assez large, le dossier et l'assise sont un petit peu matelassés comme ça, c'est assez sympa, j'avais jamais vu ça sur un siège, je sais pas si ça existe chez d'autres marques, mais en tout cas c'est plutôt cool. Il est très large, il est vraiment large, j'ai pas l'impression d'être un petit peu saucissonné dedans, d'être un petit peu cloisonné. Et alors on a un petit coussin pour la nuque ici, qui a sur pratiquement tous les sièges. La différence avec celui-ci, c'est qu'il est aimanté, donc on doit pas s'embêter avec l'élastique. Et c'est plutôt pas mal en vrai. Je pense que j'ai fait le tour. Ça aurait été certes plus facile d'être debout pour vous la présenter avec une caméra mobile et tout, mais j'avais envie de refaire ça un petit peu à l'ancienne et d'être posé dessus pour que vous ayez vraiment un visu sur l'ensemble durant toute la vidéo, que ça bouge pas trop, pas avoir trop d'informations d'un seul coup, que ça gesticule dans tous les sens. Donc j'espère que ça vous aura plu et que les petites close-up que j'ai fait sur les différents produits vous auront servi à voir ça correctement. En tout cas, moi j'en suis très content. Certes, c'est beaucoup moins lumineux, RGB, chargé
qu'avant, c'est même beaucoup plus simple. Évidemment, j'ai toute ma petite partie de déco sur le côté, mais plus dans l'optique que c'est ma petite chambre, mon petit univers et que j'ai mon petit coin setup ici. Ça fait maintenant 4 ans que j'habite ici et en fait, pendant les 3 premières années, c'était vraiment ça en fait. J'avais mon setup qui était en plein milieu, mon lit il était là-bas à côté de la fenêtre, donc j'entendais les bruits malgré le double vitrage, ça me réveillait quand il faisait vraiment froid. Encore une fois, malgré le double vitrage, je sentais que la fenêtre était froide, donc ça m'envoyait un petit peu d'air frais sur la gueule. Et j'avais toute une partie en fait qui était pas bien occupée parce que juste c'était de la déco. En fait, j'avais ma télévision que je n'utilisais pas mais qui servait de déco, j'avais mes bibliothèques qui étaient là et qui servaient de déco. Et un jour, je me suis dit voilà, j'ai besoin d'une chambre, j'ai besoin d'une vraie chambre dans laquelle je dors bien, où j'occupe bien l'espace, et dedans j'y mets mon setup sur un coin, sur le côté. Et bon certes c'est beaucoup plus simple, ça en jette moins les yeux, moins la vue, mais c'est pas grave, parce que du coup ça reste mon petit endroit cosy où je peux jouer, et bon pour le reste du temps, la chambre je l'occupe pour dormir. Et ça c'est important. Si j'avais eu une pièce entière pour me faire juste une gaming room, j'aurais fait un truc de zinzin encore plus comme avant, hein. Mais bon là c'est pas le cas, le setup se trouve dans ma chambre, ça doit rester une chambre, donc je l'ai réagencé de manière à ce que ça soit pratique, confort, que je m'y sente bien, mais que ça n'influe pas sur tout le reste. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie toutes les marques qui m'ont aidé à monter ce setup depuis le début. Comme j'ai dit, il y a des produits que j'ai achetés, mais il y a des produits qui m'ont été donnés en échange de contenu depuis tout ce temps, évidemment. Si l'un de tous ces produits vous intéresse, je vous mets les liens en description. Lorsque ce sont des liens Amazon, Corsair, Elgato, ce seront probablement des liens affiliés. Pour les autres liens, ce ne seront pas des liens affiliés. Et si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à lâcher un commentaire, tout ça, vous connaissez. Si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à cliquer sur l'une de celles qui s'affiche juste ici à côté de moi, et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste ici. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.